Le palais vénitien n'était pas seulement un restaurant, c'était une institution. Situé au cœur du 6e arrondissement, quartier chic de Paris, ses murs couleur crème et ses boiseries sombres témoignaient depuis 2 décennies des accords commerciaux les plus importants de la ville, des liaisons extra-conjugales de l'élite parisienne et surtout du défilé de pouvoir et d'influence qui définissait le tout Paris. En ce début de soirée de mardi, Françoise Dubois ajustait nerveusement le nœud noir de son uniforme devant le miroir du vestiaire. C'était son premier jour comme serveuse dans l'établissement le plus prestigieux de la ville. À 26 ans, avec sa licence de psychologie interrompue à l'avant-dernier semestre par manque de moyens, elle s'accrochait à cet emploi comme à une bouée de sauvetage qui lui permettrait de reprendre ses études dans quelques mois. Première règle du palais, ne jamais, au grand jamais, remettre en question la table 17. La voix de Juliette, vétéran de 5 ans au restaurant, résonna derrière elle. « Si tu survis à cette table, tu survis à tout ici. » La table 17 ? Françoise haussa un sourcil tout en attachant ses cheveux bouclés châtain foncé en un chignon impeccable. La table de Madame Élise de Montfort, ou comme on l'appelle en coulisses, la guillotine. Juliette baissa la voix, bien qu'elle fût seule. Elle vient tous les mardis et jeudis, toujours à 20h, toujours à la table 17, toujours accompagnée de son mari Théodore de Montfort. De Montfort, le propriétaire de la chaîne d'hôpitaux, et de la moitié des immeubles commerciaux du centre, et de ce complexe hôtelier à Saint-Tropez et... continua Juliette, tout en appliquant un rouge à lèvres discret. Elle est la terreur du palais. Elle a déjà poussé 3 directeurs à la démission et un nombre incalculable de serveurs. Elle trouve des défauts que personne n'imaginerait exister. Le directeur, Charles, un homme d'âge mûr à la moustache méticuleusement taillée, entra dans le vestiaire sans frapper. « Françoise, ce soir vous êtes responsable des tables 12 à 18. » Juliette s'étouffa, regardant la nouvelle venue avec un mélange de compassion et de stupeur. « Charles, c'est son premier jour. La table 17, c'est... » Justement. Charles ajusta son nœud papillon. Madame de Montfort exige un nouveau visage. Elle est fatiguée, selon ses propres mots, a de l'incompétence familière des serveurs actuels. Quand Charles fut sorti, Juliette posa les mains sur les épaules de Françoise. « Écoute, quelques règles de base pour survivre. Garde son vin toujours à moitié plein, jamais rempli ni vide. Ne l'interromps pas, même pour servir. Adresse-toi à elle en disant « Madame de Montfort », jamais seulement « Madame », et par-dessus tout, ne montre aucune peur. Elle flaire la peur comme un requin flaire le sang. À 20h05, Françoise observa le couple de Montfort être conduit à la fameuse table 17, stratégiquement positionnée pour voir et être vue. Élise de Montfort, une femme de 45 ans, marchait avec l'élégance étudiée de celles qui ont appris à se tenir dans les pensionnats suisses. Des cheveux blonds parfaitement teints coupés en un carré classique, une robe Chanel noire avec des perles qui valait probablement plus que la voiture de Françoise. Son mari, Théodore, un homme aux épaules voûtées et au regard éteint, la suivait comme une ombre obéissante. Françoise prit une profonde inspiration et s'approcha. « Bonsoir, Madame de Montfort, Monsieur de Montfort. Je suis Françoise, et je serai responsable de votre service ce soir. » Les yeux d'Élise parcoururent Françoise de haut en bas comme un scanner cherchant des failles. « Nouvelle, je présume ? » ?»« Oui, madame, c'est ma première soirée au palais. » Un fin sourire, presque imperceptible, traversa les lèvres d'Élise. « Alors nous verrons combien de temps vous durez, n'est-ce pas ? Théodore, mon cher, commandez le vin. » La soirée se déroula comme une danse chorégraphiée sur le fil du rasoir. Chaque mouvement de Françoise était observé, chaque geste évalué. Élise trouva des défauts à la température du vin, c'est ce que vous appelez convenablement rafraîchi. Au pain servi, manifestement il n'a pas été cuit aujourd'hui. Et même à la manière dont Françoise tenait le plateau. Ma femme de chambre a plus d'élégance. Théodore restait silencieux, lançant occasionnellement des regards d'excuse à la serveuse lorsque sa femme était distraite. Pendant le dessert, un millefeuille à la crème de vanille, Élise fit une observation sur la chaleur récente de Paris. C'est insupportable ce climat, totalement différent des étés de mon enfance à Paris. Puis, se tournant vers son mari. « Théodore, vous souvenez-vous de cet été en Provence ? Le manoir de mes grands-parents avait cette vue magnifique, sur les champs de lavande. C'est alors que cela se produisit.
Pendant un bref instant, une microseconde à peine, alors qu'Élise s'animait particulièrement en parlant d'un plat français, son accent parisien chic et poli laissa place à quelque chose de différent. Un léger traînement sur les voyelles, un S légèrement chuintant. Françoise, qui avait grandi en voyageant à travers la province avec ses parents professeurs, le reconnut immédiatement. C'était un accent bourguignon qui tentait de se cacher. La serveuse se figea, la bouteille de vin suspendue en l'air. Était-ce possible? La sophistiquée Élise de Montfort, célèbre pour sa lignée prétendument aristocratique, laissant échapper un accent de la campagne bourguignonne? Quand Élise remarqua le regard curieux de Françoise, son visage se durcit. « Y a-t-il un problème, serveuse ?»« Absolument aucun, Madame de Montfort. » Françoise reprit son service avec perfection, mais ses yeux captèrent un autre détail curieux. En levant son verre, la manche de soie de la robe d'Élise remonta légèrement, révélant une petite cicatrice au poignet. Ce n'était pas une marque de chirurgie esthétique ou d'un accident de loisir. C'était une cicatrice de brûlure du genre que l'on se fait en travaillant dans une cuisine. « Alors que penses-tu de la guillotine ?» demanda Juliette plus tard, alors que le restaurant commençait à se vider. « Intéressante », répondit Françoise d'un air distrait, son regard fixé sur la table 17, où Élise gesticulait avec une élégance étudiée, mais aussi avec un tic nerveux que Françoise n'avait pas remarqué auparavant. Elle tapotait des doigts sur la table à un rythme spécifique quand elle était impatiente. « Intéressante ? C'est la première fois que j'entends quelqu'un décrire Élise de Montfort ainsi. » Juliette rit. Habituellement, les mots sont bien moins polis. Sais-tu quelque chose sur son passé? Avant d'être Madame de Montfort, je veux dire. Juliette haussa les épaules. On dit qu'elle vient d'une famille parisienne traditionnelle, qu'elle a étudiée en Europe, ce genre de choses. Du moins, c'est ce qu'elle tient à mentionner à chaque occasion. Pourquoi? Françoise observa le couple de Montfort se lever pour partir. En se dirigeant vers la sortie, Élise s'arrêta près du directeur, Charles. La nouvelle serveuse. Elle regarda le badge d'identification de Françoise au loin. Dubois, elle est convenable. Vous pouvez la garder pour notre table. Charles parut aussi choqué que Juliette, qui assistait à la scène bouche bée. Jamais, dans toute l'histoire du palais vénitien, Élise de Montfort n'avait approuvé un serveur dès le premier service. « Qu'as-tu fait ?» murmura Juliette lorsque le couple fut enfin sorti. Françoise sourit énigmatiquement, observant la porte par laquelle les de Montfort étaient partis. « Rien encore. Mais je crois que je viens de découvrir quelque chose que personne d'autre ne sait sur la grande Élise de Montfort. » Cette même nuit, déjà dans son petit appartement du 13e arrondissement, Françoise tapa sur Google « Famille traditionnelle de Montfort-Paris ». Les résultats ne montrèrent que des articles récents sur l'empire commercial de Théodore et les événements sociaux du couple. Rien sur la prétendue lignée aristocratique d'Élise. Intriguée, elle affina sa recherche. Élise de Montfort jeunesse famille traditionnelle. Encore une fois, rien d'autre que des interviews où Élise mentionnait vaguement une enfance privilégiée, sans détails spécifiques, nom ou photo. C'était comme si la vie d'Élise avant son mariage avec Théodore de Montfort 20 ans plus tôt n'existait tout simplement dans aucun registre, comme si elle avait été soigneusement effacée ou inventée. « Qui êtes-vous vraiment, Élise de Montfort ?» murmura Françoise en fermant son ordinateur portable. Cette cicatrice de brûlure, l'accent qui s'était échappé un instant, le tic nerveux des doigts qui tapotaient. Elle avait le pressentiment d'être tombée sur quelque chose de bien plus grand qu'une simple cliente difficile. Et la psychologue en formation en elle ne pouvait résister à un bon mystère humain. « Je veux m'occuper à nouveau de la table 17. » Charles écarquilla les yeux, le stylo qu'il utilisait pour établir le planning des tables suspendues en l'air. Les mots de Françoise sonnèrent comme une demande de sauter d'un avion sans parachute. « Vous voulez servir Élise de Montfort volontairement? Écoutez, je sais qu'elle ne vous a étonnamment pas massacré hier, mais ça ne veut pas dire que... » « Charles ?» Françoise se pencha sur le comptoir de la réception. « Faites-moi confiance, je peux la gérer. » 2 semaines plus tard, Françoise était devenue la serveuse officielle de la table 17, à l'étonnement et à l'admiration de l'équipe du palais vénitien. Lors de ses 4 visites suivantes, Élise restait exigeante et souvent cruelle, mais Françoise observait chaque détail.
avec les yeux d'une scientifique étudiant un spécimen rare. « Je ne comprends pas comment tu supportes ça », commenta Antoine, l'un des commis de cuisine, alors que tout le monde préparait la salle pour une nouvelle soirée. « La sorcière t'a traité de provinciale incompétente hier juste parce que tu as servi de l'eau sans qu'elle le demande. »« Ce n'est pas ce qu'elle dit qui importe, c'est comment elle le dit, » répondit Françoise, arrangeant méticuleusement les couverts en argent. « Avez-vous déjà remarqué que lorsqu'elle est vraiment nerveuse, son accent change subtilement ?»« Un accent ? Quel accent ?» Juliette s'approcha, curieuse. « Exactement. Elle est censée avoir grandi à Paris et étudié en Europe, n'est-ce pas? Alors pourquoi, quand elle est irritée, certains mots sonnent avec une cadence bourguignonne? »« Bourguignonne, Élise, je suis née avec une cuillère en argent dans la bouche de Montfort ?» Antoine rit. « Impossible. » « Et cette cicatrice sur son poignet droit, » continua Françoise, ignorant le scepticisme, « ce n'est pas une cicatrice de chirurgie plastique ou d'accident domestique. C'est une vieille brûlure, du genre que l'on se fait en travaillant dans une cuisine industrielle ou, elle, fit une pause significative, ou en servant dans un relais routier. Les collègues échangèrent des regards, maintenant plus intrigués que sceptiques. Le brouhaha fut interrompu lorsque Charles apparut en hâte. « Ils viennent d'appeler. Les de Montfort sont en route, ils arrivent dans 15 minutes. Et pour l'amour de Dieu, Françoise, ils amènent le président d'un conglomérat japonais. Pas d'expérience sociale ce soir. » Françoise se contenta de sourire. « Tout est sous contrôle, Charles. » Quand Élise entra, vêtue d'une robe rouge Valentino et de bijoux qui scintillaient comme de petites étoiles, Françoise remarqua quelque chose de différent. La présence d'un invité étranger rendait la mondaine visiblement tendue, plus tendue que d'habitude. « Bonsoir, Madame de Montfort, Monsieur de Montfort. » Françoise salua le couple et leur invité avec une discrète révérence. « Je suggère le champagne Krug que nous venons de recevoir. Ce serait une excellente introduction pour que Monsieur Takahashi goûte le meilleur de ce que nous offrons. » Les yeux d'Élise brillèrent d'un éclat qui aurait pu être de l'approbation, mais qu'elle n'admettrait jamais. Théodore, comme toujours, semblait soulagé que quelqu'un prenne une décision. Pendant le dîner, Françoise observa chaque interaction comme une partie d'échecs. Élise était particulièrement déterminée à impressionner l'invité japonais, étalant des connaissances sur l'art oriental qui semblaient mémorisées d'un guide rapide sur Internet. Plusieurs fois, elle mentionna « la propriété de ma famille à Mégève », qui remonte à 3 générations, et comment les de Montfort ont toujours valorisé la tradition. Ce fut lorsque M. Takahashi mentionna le climat humide de Tokyo que Françoise vit l'occasion parfaite. « Oh, oui, les étés humides sont terribles », acquiesça Élise. « Bien que j'imagine que ce soit différent de l'humidité d'où je... » Elle s'arrêta brusquement, réalisant ce qu'elle avait failli laisser échapper. Ses doigts commencèrent à tapoter sur la table, le rythme inimitable que Françoise avait déjà remarqué. « D'où venez-vous, madame ?» demanda innocemment M. Takahashi. « D'où je viens ?» Élise se reprit rapidement. « De la tradition, naturellement. En tant que Parisienne de souche, j'ai grandi entourée par le développement de cette magnifique ville. » Françoise, servant discrètement plus de champagne, observa la fine sueur qui commençait à perler sur le front d'Élise, malgré la climatisation du restaurant qui fonctionnait parfaitement. Plus tard dans la soirée, lorsque les de Montfort et leur invité partirent, Françoise eut une idée. Le restaurant conservait une archive photographique des célébrations les plus importantes qui s'y étaient déroulées au fil des ans. Sous prétexte de chercher l'inspiration pour la décoration d'une table spéciale, elle convainquit l'ancien maître d'hôtel, Robert, de la laisser feuilleter les albums. « Les voici, mais je ne sais pas ce que vous y trouverez d'utile. Ce ne sont que des mondains qui se pavanent, » commenta le monsieur aux cheveux gris, lui tendant 3 albums reliés en cuir. Sur les photos jaunies des premiers événements du palais vénitien, Françoise chercha toute trace des de Montfort. Elle trouva Théodore sur plusieurs images datant de 15 ans, toujours avec le même regard éteint, mais généralement seul ou avec des associés. Élise n'apparaissait que sur les photos les plus récentes, datant de 12 ans au maximum. Cela signifiait que, pour une raison quelconque, pendant les premières années du palais, alors que Théodore était déjà un habitué, Élise n'apparaissait pas à ses côtés lors des événements sociaux. « Pourquoi ?»« Robert, » appela Françoise, « depuis combien de temps Monsieur de Montfort fréquente-t-il le restaurant ?»« Théodore ?»
Depuis l'inauguration, il y a plus de 15. C'était l'un des premiers clients VIP, même quand il construisait encore son empire. Mais à l'époque, il n'amenait pas sa femme. Et quand Élise a-t-elle commencé à venir? Robert fronça les sourcils, s'efforçant de se souvenir. Ça doit faire environ 12 ans. Je me souviens que ce fut un choc pour tout le monde quand il est apparu avec une fiancée si jeune et si belle. Théodore a toujours été réservé, vous savez. Et soudain, il était marié à cette femme éblouissante qui disait être de famille traditionnelle, mais que personne ne connaissait. Vraiment? Personne ne connaissait sa famille. Eh bien, elle parlait toujours des traditionnels de Montfort du côté de sa mère, mais franchement, personne dans la haute société parisienne n'avait entendu parler d'eux auparavant. Mais qui allait poser des questions? Théodore était déjà riche et puissant, personne n'aurait osé douter de sa femme. Françoise remercia et rendit les albums, son esprit travaillant à toute vitesse. 12 ans plus tôt, Élise était apparue de nulle part, revendiquant une lignée aristocratique que personne ne connaissait, et s'était rapidement imposée comme une force redoutable dans la haute société parisienne. Dans son appartement, cette nuit-là, Françoise tenta une autre approche. Si Élise avait environ 45 ans maintenant et était apparue dans la vie de Théodore il y a 12 ans, elle avait donc environ 33 ans quand elle l'a rencontré. Que faisait-elle avant cela? Si elle venait vraiment d'une famille traditionnelle, il devrait y avoir des registres sociaux, des remises de diplômes d'écoles d'élite, des événements caritatifs. Elle tapa plusieurs combinaisons sur Google, Élise de Montfort avant mariage, Élise famille traditionnelle Paris jeune, Élise bal des débutantes Paris, années 90. Rien de pertinent n'apparut. C'était comme si Élise avait surgi de nulle part à 33 ans, déjà parfaitement façonnée en mondaine. Alors qu'elle fermait une autre fenêtre de recherche infructueuse, un lointain souvenir commença à se former dans l'esprit de Françoise. Quelque chose à propos de ce tic nerveux de tapoter des doigts, de la cicatrice de brûlure, et surtout de l'accent bourguignon qui s'échappait occasionnellement. Soudain, comme un éclair, elle se souvint. Un voyage d'enfance avec ses parents quand elle avait environ 10 ans. Ils allaient à Dijon rendre visite à sa tante Cécile et s'étaient arrêtés pour déjeuner dans un relais routier quelque part en Bourgogne. Il y avait une serveuse blonde, bruyante et pleine de vie. Elle tapotait impatiemment des doigts sur son plateau en attendant que les commandes soient prêtes. Et elle avait une petite cicatrice sur le poignet droit que Françoise avait remarquée pendant que la femme lui servait son soda. Quel était son nom déjà? Le souvenir était vague, datant de près de 20 ans. Mais elle se rappelait vaguement que les clients l'appelaient par un surnom. Lisette? Cela pouvait être une coïncidence, mais Françoise prit son téléphone et appela sa mère. Il était tard, mais elle devait confirmer. « Maman, désolé d'appeler à cette heure. J'ai une question étrange. Tu te souviens de ce voyage à Dijon, quand j'avais environ 10 ans, où on s'est arrêté dans un relais routier en chemin, un endroit avec une serveuse blonde très animée? » De l'autre côté de la ligne, sa mère bâilla. « Vaguement, ma chérie. »« Pourquoi? »« Tu te souviens de son nom? Ou du nom du relais? »« Oh là là, ça fait si longtemps. Je crois que c'était quelque chose comme « Le coin bourguignon », très typique. Quant à la serveuse, je ne me souviens pas de son nom complet, mais les clients l'appelaient Lisette. Elle était très drôle. Je me souviens que tu étais fasciné par les histoires qu'elle racontait. Le cœur de Françoise s'accéléra. Lisette, Élise. Maman, tante Cécile habite toujours en Bourgogne? Oui, à Dijon. Pourquoi tout cet intérêt soudain? J'ai besoin de lui parler. C'est pour une recherche que je fais. Après avoir raccroché, Françoise resta à fixer le mur, essayant de traiter ce qu'elle commençait à soupçonner. Serait-il possible que l'élégante et cruelle Élise de Montfort, terreur du palais vénitien et épouse du magnate Théodore, soit en réalité Lisette, une ancienne serveuse d'un relais routier de Bourgogne? C'était une théorie absurde, presque risible. Mais cela expliquerait l'accent qui s'échappait occasionnellement, la cicatrice de brûlure typique de quelqu'un qui travaille en cuisine, l'absence totale de registre sur sa jeunesse aristocratique, et ce tic nerveux de tapoter des doigts que Françoise avait observé chez les deux femmes. « Je vais découvrir qui tu es vraiment, Élise de Montfort », murmura Françoise, tout en notant le numéro de téléphone de sa tante Cécile, et peut-être comprendre pourquoi tu t'es transformée en cette personne cruelle. Le lendemain matin, avant d'aller travailler,
Françoise appela sa tante. Son enquête venait de prendre une tournure nouvelle et inattendue. Tante Cécile, c'est Françoise, la fille de Christine. La voix à l'autre bout du fil sembla enjouer. « Françoise, quelle bonne surprise, ma chérie. Comment ça va à Paris? Ta mère m'a dit que tu travaillais dans un restaurant chic. » Françoise sourit, assise à la petite table de sa kitchenette. Il était tôt, le soleil venait à peine de se lever, mais elle devait passer cet appel avant d'aller au palais vénitien. « Je vais bien, ma tante. Écoute, désolé d'appeler comme ça à l'improviste, mais j'essaie de me souvenir de quelque chose de notre voyage pour te rendre visite, quand j'avais une dizaine d'années. Oh là là, ça remonte, hein? Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu te souviens d'un relais routier où nous nous sommes arrêtés en chemin? Je crois que ça s'appelait le coin Bourguignon, ou quelque chose comme ça. Il y eut une pause et Françoise pouvait presque visualiser sa tante fronçant les sourcils, essayant de fouiller dans de vieux souvenirs. Ah oui, ce relais sur la route entre Beaune et Nuits-Saint-Georges. Le pied-à-terre, c'était ça le nom. Pas le coin Bourguignon, non. On s'arrêtait toujours là parce que les gougères étaient les meilleures de la région. Le cœur de Françoise s'accéléra. Exactement. Ma tante, tu te souviens d'une serveuse blonde qui travaillait là? Je crois qu'elle s'appelait Lisette. Le rire de Cécile retentit au téléphone. Bien sûr que je me souviens de Lisette. Lisette Olivier, de son nom complet. Impossible de l'oublier. C'était la serveuse la plus bavarde et la plus ambitieuse de ce trou perdu. Toujours à dire qu'un jour elle serait riche, qu'elle n'allait pas mourir à servir des camionneurs. Tout le monde connaissait Lisette dans la région. Françoise sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle avait vu juste. Et elle avait une cicatrice au poignet? De brûlure? Oui, en effet. Dis donc, quelle bonne mémoire tu as, ma petite. Elle s'était brûlée sur la plaque de cuisson du relais. Je me souviens qu'elle tenait à raconter l'histoire à tout le monde, en disant que c'était une cicatrice de guerre. Lisette a toujours été très théâtrale. Et qu'est-il advenu d'elle, tu sais? Cécile marqua une pause. Écoute, elle a disparu soudainement, ça doit faire une quinzaine d'années à peu près. Un jour elle était là, le lendemain elle était partie. Certains ont dit qu'elle était allée à Paris pour tenter sa chance comme actrice, d'autres qu'elle avait trouvé un sugar daddy. Tu sais comment c'est dans les petites villes, hein? 1000 théories. Et avant de disparaître, elle avait une caractéristique marquante, en plus d'être bavarde, je veux dire. Et son accent était fort, bien du fin fond de la Bourgogne, et elle avait la manie de tapoter des doigts quand elle était impatiente. Tac, 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 tac. Cécile imita le rythme au téléphone, exactement le même que Françoise avait observé chez Élise de Montfort. Pourquoi tout cet intérêt pour Lisette? Françoise hésita. Elle ne pouvait pas simplement dire à sa tante qu'elle soupçonnait la serveuse Lisette de s'être transformée en la redoutable mondaine Élise de Montfort. C'est que j'écris une nouvelle, tu sais, inspirée de ce souvenir d'enfance, une serveuse de province qui rêve d'une vie meilleure. Ah, c'est sympa. Bon, si tu veux inclure l'histoire la plus célèbre sur Lisette, il faut que tu parles de l'incident avec le député. Françoise faillit laisser tomber son téléphone. Quel incident? C'est arrivé un peu avant qu'elle ne disparaisse. Un député, Valérie Picot, s'est arrêté au relais avec sa délégation. C'était en période électorale, il faisait campagne en province. Lisette, voulant toujours se faire remarquer, est allée servir sa table, personnellement, même si ce n'était pas sa zone ce jour-là. Elle s'était mise sur son 31, elle avait même lissé ses cheveux. Cécile fit une pause dramatique, appréciant clairement d'avoir un auditoire pour un vieux potin. Et alors? Qu'est-il arrivé? Françoise pouvait à peine dissimuler son anxiété. Elle a trébuché. Elle a trébuché sur ses propres talons et a renversé un plateau entier de nourriture sur les genoux du député. Imagine un peu. 3 plats du jour complets, avec purée, haricots verts, steak frites, le tout sur son costume hors de prix. Ça a été un scandale. Françoise pouvait imaginer la scène. L'humiliation publique. Et qu'a fait Lisette? Ah, c'est la meilleure partie. En pleine panique, avec tout le monde qui la regardait, elle a sorti cette phrase qui est devenue une légende dans la région. Avec son accent à couper au couteau, elle a crié « Ma foi, maintenant, vous voilà mariné comme un poulet du dimanche !» Cécile éclata de rire au téléphone. Tout le restaurant a éclaté de rire, sauf le député, bien sûr. Elle a été renvoyée sur le champ. Je crois que c'est après ça qu'elle a disparu de la ville. La honte a dû être trop grande.
Françoise notait tout frénétiquement, chaque détail était une pièce du puzzle. Ma tante, encore une chose, Lisette parlait de sa famille, d'où elle venait. Pour autant que je me souvienne, elle était orpheline, élevée par sa grand-mère à Beaune. La vieille dame est morte quand Lisette était adolescente, et elle s'est débrouillée seule depuis. Ça, elle le racontait pour avoir des pourboires, tu sais, l'histoire de la jeune fille courageuse. Après avoir raccroché, Françoise contempla ses notes, son esprit tournant à plein régime. Tout s'emboîtait. La fière et cruelle Élise de Montfort, qui humiliait les serveurs par plaisir, était en réalité Lisette Olivier, une ancienne serveuse qui avait été publiquement humiliée. Mais comment une serveuse de relais routier s'était-elle transformée en l'épouse de l'un des hommes les plus riches de Paris? Et pourquoi construire une personnalité si froide et impitoyable? Une idée vint à Françoise. Si l'incident avec le député était devenu si célèbre dans la région, il avait peut-être été rapporté par la presse. Elle ouvrit son ordinateur portable et chercha dans les archives numériques du petit journal de Beaune. Après une demi-heure de recherche, elle trouva une petite note dans le journal La Gazette de Beaune de mai 1998. Une photo granuleuse montrait une jeune femme blonde souriante tenant un trophée. La légende disait « Lisette Olivier remporte le concours annuel de tarte du Festival des Vendanges. La serveuse du pied-à-terre a impressionné les juges avec sa tarte aux pommes caramélisées. » Françoise zooma sur l'image autant que possible. Même avec la faible qualité, il n'y avait aucun doute. C'était une version plus jeune, moins polie et visiblement plus heureuse d'Élise de Montfort. La même forme de visage, le même sourire, que Françoise voyait rarement au palais, et, plus révélateur, la même petite cicatrice sur le poignet droit, visible parce qu'elle soulevait fièrement le trophée. Poursuivant ses recherches, Françoise trouva une autre référence à Lisette, cette fois dans la section mondaine quelques mois plus tard. Le député Valéry Picot en visite à Beaune pour sa campagne. La note ne mentionnait pas l'incident du relais, probablement en raison d'influences politiques, mais confirmait que l'homme politique avait bien été dans la ville à l'époque mentionnée par tante Cécile. Françoise se renversa sur sa chaise, assimilant tout ce qu'elle avait découvert. L'élégante et cruelle Élise de Montfort, terreur du palais vénitien, était en réalité Lisette Olivier, une serveuse de relais routier, qui avait subi une humiliation publique puis avait disparu. À un moment donné dans les années qui suivirent, Lisette s'était réinventée en Élise, effaçant son humble passé et créant une fausse histoire d'origine aristocratique. D'une manière ou d'une autre, elle avait réussi à rencontrer et à épouser Théodore de Montfort, l'un des hommes les plus riches de Paris. Mais le plus fascinant pour Françoise était la transformation psychologique. La serveuse que tout le monde décrivait comme bavarde, ambitieuse et charismatique était devenue une femme froide, cruelle et calculatrice, qui semblait prendre un plaisir particulier à humilier les serveurs, des personnes qui représentaient son ancien moi. C'était comme si Élise avait construit une forteresse impénétrable autour de sa véritable identité. Sa cruauté était une armure, son arrogance un bouclier. Elle ne se contentait pas de cacher son passé, elle punissait activement ceux qui le lui rappelaient. En regardant l'heure, Françoise réalisa qu'elle était presque en retard pour le travail. Elle rangea ses notes dans un tiroir et se prépara rapidement. En marchant vers l'arrêt de bus, son esprit bouillonnait de questions. Que faire de cette information? Confronter Élise serait risqué. Cela pourrait lui coûter son emploi, dont elle avait tant besoin pour retourner à l'université. De plus, il y avait quelque chose de profondément triste dans toute cette histoire. À quel point une personne devait-elle être désespérée pour nier si complètement qui elle était? Au palais vénitien, Françoise fut accueillie par la nouvelle que les de Montfort avaient réservé une table pour ce soir-là. Ce serait une autre occasion d'observer Élise, non Lisette, avec cette nouvelle connaissance. « Françoise, ça va ?» demanda Juliette, remarquant son regard lointain pendant qu'elle dressait les tables. « On dirait que tu as vu un fantôme. »« Je vais très bien, » répondit Françoise, ajustant automatiquement les couverts. « Je pensais juste à quelque chose que j'ai découvert. »« Sur la sorcière de la table 17 ?» Juliette baissa la voix, regardant autour d'elle pour s'assurer que Charles n'était pas là. Françoise hésita. « Disons que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Philosophe aujourd'hui, hein ?» Juliette rit.
Bon, quoi que tu aies découvert, tu l'as utilisé pour dompter la bête. Je n'ai jamais vu Élise de Montfort aussi contenue avec un employé auparavant. Lorsque le couple de Montfort arriva, Françoise les observa avec un regard neuf. Élise, impeccable dans un tailleur Armani bleu marine, marchait comme si le sol n'était pas digne de ses chaussures Louboutin. Théodore la suivait comme toujours, ressemblant plus à un accessoire qu'à un mari. « Bonsoir, Madame de Montfort, Monsieur de Montfort », salua Françoise avec une courbette parfaite. « Dubois », répondit Élise avec un signe de tête presque imperceptible. « J'espère que le Barolo 2010 a été convenablement aéré cette fois. »« Certainement, Madame. J'ai ouvert la bouteille il y a 40 minutes, exactement comme vous le préférez. » Pendant un instant fugace, Françoise vit quelque chose dans les yeux d'Élise, une reconnaissance peut-être, comme si elle réalisait que quelque chose avait changé dans la façon dont la serveuse la regardait. Pendant le service, Françoise remarqua qu'Élise semblait plus tendue que d'habitude. Ses doigts tapotaient plus fréquemment sur la table, et elle évitait le contact visuel direct, chose inhabituelle pour quelqu'un qui intimidait normalement les employés avec des regards glaciaux. À un moment donné, lorsque Théodore se rendit aux toilettes, Élise se retrouva seule à table. Françoise s'approcha pour remplir son verre. « Vous allez bien ce soir? Vous semblez préoccupée. » Élise leva les yeux, surprise par la question personnelle. Un instant, son masque de froideur vacilla. « Pourquoi ne le serais-je pas ?» Elle retrouva rapidement son sang-froid, bien que je doive admettre que cette chaleur me rappelle les étés humides de mon enfance. Puis, comme si elle en avait trop dit, elle ajouta « À Paris, évidemment. » Françoise sourit doucement. « Bien sûr, bien que j'ai entendu dire que les étés en Bourgogne peuvent aussi être assez humides, surtout dans la région de Beaune. » Le verre de vin glissa légèrement des doigts d'Élise, renversant quelques gouttes sur le lin immaculé de la table. Son visage pâlit visiblement. « Comment? Qu'avez-vous dit ?» Sa voix, normalement contrôlée, sortit étranglée. « Rien d'important, Madame de Montfort, » répondit calmement Françoise en nettoyant le vin renversé. « Juste une observation sur le climat. » Quand Théodore revint, il trouva sa femme étrangement silencieuse. Pour la première fois depuis que Françoise avait commencé à travailler au palais vénitien, Élise de Montfort semblait véritablement ébranlée. À la fin de la soirée, alors que le couple se préparait à partir, Élise appela Charles. « Le service ce soir était inadéquat, dit-elle, la voix plus froide que jamais, mais avec un tremblement presque imperceptible. La serveuse Dubois, je ne la veux plus à notre table. » Charles parut confus. « Mais Madame de Montfort, jusqu'à présent, vous sembliez satisfaite de son service. »« J'ai changé. »« Davy !» La voix d'Élise s'éleva légèrement, révélant une trace de l'accent bourguignon qu'elle s'efforçait tant de cacher. Réalisant son dérapage, elle prit une profonde inspiration et reprit le contrôle. Prévoyez simplement quelqu'un d'autre pour la prochaine fois. Alors que les de Montfort sortaient, Élise lança un dernier regard à Françoise. Non pas d'arrogance ou de mépris, mais de quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. « Qu'as-tu fait ?» demanda Charles dès qu'il fut reparti. « Elle te faisait des éloges il y a quelques jours, et soudain, elle veut t'éloigner de sa table ?» Françoise observa la porte par laquelle Élise était sortie, pensive. « Disons que j'ai touché un nerf à vif. Quoi que ce soit, tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Élise de Montfort n'est pas quelqu'un que tu veux avoir comme ennemi. » Cette nuit-là, allongée dans son lit, Françoise réfléchit aux réactions d'Élise. La simple mention de Beaune avait suffi à ébranler son assurance soigneusement construite. La peur dans ses yeux confirmait tout. Élise de Montfort vivait dans la terreur constante que son passé de Lisette Olivier soit découvert, et maintenant, Françoise, une simple serveuse, avait ce pouvoir sur elle. Tu as été retirée de la table 17 et tu souris encore. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez toi, Françoise. Juliette observait sa collègue avec un mélange d'admiration et d'inquiétude, alors qu'elles organisaient toutes deux les verres en cristal pour le service du soir. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'incident avec Élise de Montfort. « Peut-être que je suis soulagée, » répondit Françoise, bien que son ton suggérât le contraire. « Servir la guillotine n'est pas exactement le rêve de quiconque. Alors, pourquoi je vois cette expression étrange sur ton visage, comme si tu avais découvert le secret de l'univers?
Françoise hésita. Elle avait besoin de partager ses découvertes avec quelqu'un, et Juliette, après 5 ans au palais vénitien, avait plus souffert que la plupart des humiliations d'Élise. « Et si je te disais que j'ai découvert quelque chose sur la grande Élise de Montfort qui pourrait bouleverser son monde ?» Les yeux de Juliette s'écarquillèrent. « Je t'écoute. » Vérifiant qu'elles étaient seules dans la salle encore vide, Françoise s'approcha et baissa la voix. « La sophistiquée, aristocratique et cruelle Madame Élise de Montfort n'a pas toujours été Élise de Montfort. Comment ça ? Il y a un peu plus de 15 ans, elle s'appelait Lisette Olivier, serveuse dans un relais routier nommé Le Pied à Terre, en Bourgogne. » Juliette faillit faire tomber un verre. « Tu plaisantes ? J'ai des preuves. De vieilles photos, des témoins, même une cicatrice de brûlure qu'elle essaie de cacher, mais qu'elle s'est faite en travaillant sur la plaque chaude du relais. » Dans les minutes qui suivirent, Françoise raconta tout ce qu'elle avait découvert, la véritable origine d'Élise, l'incident avec le député, l'humiliation publique et la disparition subséquente de Lisette. « Ça explique tellement de choses, » murmura Juliette, assimilant les informations. « La façon dont elle traite les employés, surtout nous, les serveurs, c'est presque comme si elle punissait ce qu'elle a été. » Exactement. Chaque fois qu'elle nous humilie, elle rejette son propre passé. Et son mari ? Théodore est au courant de tout ça ? Françoise haussa les épaules. « Je n'en suis pas sûr. Il lui semble si soumis. Peut-être qu'il ne sait pas, ou peut-être qu'il s'en fiche. Et qu'est-ce que tu comptes faire de cette information ?» C'était la question qui avait tenu Françoise éveillée ces dernières nuits. « Je ne sais pas encore. D'un côté, elle mérite d'être démasquée après avoir traité tant de gens comme des moins que rien pendant des années. D'un autre côté, tu n'es pas cruelle comme elle, » compléta Juliette. « Quelque chose comme ça. Et j'ai aussi besoin de ce travail pour retourner à l'université. La confronter directement pourrait être risqué. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Charles, qui semblait particulièrement nerveux. « Urgence, les de Montfort viennent d'appeler. Ils seront là dans 1 heure avec un groupe d'investisseurs étrangers. C'est une réunion d'affaires cruciale pour le nouveau complexe hôtelier à Saint-Tropez. » « Et alors ?» demanda Juliette. « Françoise n'est plus assignée à leur table. » Charles déglutit. « C'est là le problème. Élise de Montfort a spécifiquement exigé que Françoise serve la table ce soir. » Les 2 serveuses se regardèrent, choquées. « Mais c'est elle-même qui a demandé à ce que je sois retiré de son service il y a 3 jours, » protesta Françoise. « Je sais. Ça n'a aucun sens. Mais vous connaissez Élise. Ce qu'elle veut, elle l'obtient. Et ce soir, elle veut que vous serviez sa table. » Quand Charles s'éloigna pour superviser les préparatifs de la cuisine, Juliette saisit le bras de Françoise. « C'est un piège, n'est-ce pas ? Elle a compris que tu savais quelque chose, et elle veut une occasion de t'humilier publiquement, et peut-être te faire renvoyer. » Françoise hocha lentement la tête. « Probablement. Un dîner important avec des investisseurs est le scénario parfait. Si je commets le moindre faux pas, elle aura l'excuse parfaite pour exiger ma tête. Tu n'es pas obligé d'y aller. Tu peux dire que tu es malade, demander à Charles de désigner un autre serveur. » Un instant, Françoise envisagea l'idée. Ce serait le plus sûr. Mais alors une détermination s'alluma en elle. Non. Si elle veut une confrontation, elle l'aura. Sauf que ça ne se passera pas comme elle l'espère. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je n'en suis pas encore sûr. Mais je pense qu'il est temps que la vraie Lisette rencontre Élise de Montfort. 1 heure plus tard, le salon principal du palais vénitien avait été réorganisé pour accueillir le groupe de Théodore de Montfort. La table 17, normalement pour 2 ou 4, était maintenant étendue pour 10 personnes. Théodore et Élise occupaient les bouts de table, avec 4 investisseurs étrangers de chaque côté, des représentants d'un fonds arabe intéressés par le nouveau projet des de Montfort. Françoise observa l'entrée du groupe. Élise, comme toujours, était impeccable dans une robe Dior vert émeraude qui mettait en valeur ses yeux. Mais il y avait quelque chose de différent en elle, ce soir. Une raideur supplémentaire dans ses mouvements, une lueur calculatrice dans son regard. C'était le regard d'un prédateur préparant une embuscade. « Bonsoir, madame et monsieur de Montfort », salua Françoise avec une révérence parfaite. « Bienvenue, messieurs », ajouta-t-elle pour les investisseurs. Le dîner commença de manière tendue mais cordiale. Françoise exécutait chaque mouvement avec une précision militaire, anticipant chaque besoin,
maintenant les verres toujours au niveau idéal, synchronisant parfaitement l'arrivée des plats. Sa performance était impeccable, ce qui irritait clairement Élise, qui cherchait la moindre faille pour attaquer. L'occasion se présenta pendant l'entrée, une délicate terrine de foie gras avec brioche toastée. Un des investisseurs, un homme plus âgé à l'accent prononcé, posa une question sur le plat. « Ce délice français me rappelle Paris », commenta-t-il. « Vous y rendez-vous souvent, Madame de Montfort ?»« Paris est pratiquement ma deuxième maison », répondit Élise, avec ce ton étudiamment décontracté de celle qui essaie de ne pas paraître snob tout en affichant ses privilèges. « Ma famille possède un appartement dans le 8e arrondissement depuis des générations. »« Fascinant, » dit l'investisseur. « J'imagine que vous avez beaucoup de souvenirs d'enfance de là-bas. » Le sourire d'Élise vacilla un millième de seconde, mais elle se reprit rapidement. Naturellement, des étés entiers à explorer le jardin du Luxembourg, des octobres au Louvre, l'enfance parisienne privilégiée typique. Françoise, servant discrètement le vin, ne put retenir un petit sourire ironique. Les mensonges d'Élise étaient si élaborés et spécifiques que, pour quelqu'un qui ne connaissait pas la vérité, ils semblaient convaincants. Pour quelqu'un qui savait, ils étaient presque comiques. Percevant le sourire de Françoise, Élise fronça les sourcils. « Y a-t-il quelque chose d'amusant, serveuse ?»« Absolument rien, Madame de Montfort, » répondit Françoise, avec un sang-froid parfait. « J'appréciais simplement votre fascinante histoire sur Paris. » Un silence tendu s'abattit sur la table. Les investisseurs semblaient confus par l'hostilité soudaine, tandis que Théodore semblait vouloir disparaître dans sa chaise. Ce fut lors du changement de plat principal qu'Élise passa à l'attaque. Alors que Françoise servait un Bordeaux primé, Élise déplaça délibérément son sac à main, faisant en sorte que le bras de la serveuse le touche. « Attention !» s'exclama Élise, s'écartant comme si elle avait été agressée. « Ce sac coûte plus que votre salaire annuel. Ne pouvez-vous pas être plus prudente ?»« Pardon, Madame de Montfort, » répondit calmement Françoise. « C'était un accident. »« Les accidents sont le résultat de l'incompétence, » siffla Élise, élevant maintenant la voix pour que tout le monde à table entende. Mais que peut-on attendre de quelqu'un de si provincial? Les investisseurs semblaient mal à l'aise. Théodore se racla la gorge, tentant de changer de sujet, mais Élise ne faisait que commencer. « Vous savez, messieurs, » s'adressa-t-elle aux invités, « il est si difficile de trouver un service de qualité de nos jours, même dans des établissements qui se prétendent de premier ordre. » Son regard transperça Françoise. « Certaines personnes n'ont tout simplement pas de naissance, vous comprenez? Peu importe leurs efforts pour paraître sophistiqués, leurs origines finissent toujours par ressortir. » L'ironie de l'affirmation était presque palpable. Françoise aurait pu se sentir intimidée, mais au lieu de cela, elle sentit une vague d'indignation, non pas pour elle-même, mais pour toutes les personnes qu'Élise avait humiliées au fil des ans, projetant sur elle la haine qu'elle ressentait pour son propre passé. « Vous avez tout à fait raison, Madame de Montfort, » répondit Françoise, surprenant tout le monde par l'audace de sa réplique. « Les origines sont fondamentales. D'ailleurs, en parlant d'origine, j'ai une curiosité à propos de Beaune. » Le visage d'Élise devint instantanément blême. « Qu'avez-vous dit ?» Sa voix sortit étranglée. « Beaune, en Bourgogne. Une ville charmante, ne trouvez-vous pas? Surtout la région où se trouve ce relais routier. Comment s'appelait-il déjà ?» Le silence à table était absolu. Les investisseurs semblaient confus, Théodore intrigué, et Élise. Élise semblait sur le point d'avoir une crise de nerfs. « Vous êtes complètement déplacé », réussit-elle enfin à dire, sa voix tremblant de rage et de peur. « Charles, Charles !» Elle appela le directeur qui se précipita vers la table. « Cette employée est insolente. J'exige qu'elle soit renvoyée immédiatement. »« Lisette, si vous me permettez de vous appeler ainsi. » L'utilisation de l'ancien nom figea Élise. La couleur quitta complètement son visage. « Comment osez-vous ?»« Vous savez, j'ai trouvé une photo très intéressante dans un journal de 1998, la gagnante du concours annuel de tarte du Festival des Vendanges. Une jeune femme talentueuse, nommée Lisette Olivier. » Françoise garda une voix calme, professionnelle, presque douce. La même jeune femme qui, malheureusement, a eu un incident embarrassant avec un certain député Valérie Picot, quelque chose impliquant un plateau de nourriture renversé et une phrase très colorée sur un poulet du dimanche, si je ne m'abuse.
Un des investisseurs étouffa un rire, rapidement déguisé en tout. Théodore regardait sa femme avec une expression de choc et de confusion croissante. « Élise, de quoi parle-t-elle » demanda-t-il. Mais Élise semblait incapable de répondre. Son monde soigneusement construit s'effondrait sous ses yeux. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez », réussit-elle finalement à dire. Mais sa voix avait perdu toute autorité. L'accent bourguignon qu'elle avait passé des années à supprimer émergeait maintenant clairement dans sa panique. « C'est un mensonge absurde, un complot pour me diffamer. »« J'ai la photo si quelqu'un veut voir », continua Françoise, sortant de sa poche une impression de la page du journal qu'elle avait trouvée. « C'est incroyable comme Internet préserve certaines choses, n'est-ce pas ? La jeune femme sur la photo a la même cicatrice de brûlure sur le poignet droit que vous essayez de cacher avec des bracelets et des montres de luxe. » À cet instant, instinctivement, Élise couvrit son poignet droit avec sa main gauche. Le geste n'échappa à personne à table. « C'est... Élise ne parvenait pas à terminer sa phrase. Son visage alternait maintenant entre un blanc fantomatique et un rouge intense. Françoise posa la photo sur la table où tout le monde pouvait clairement voir la jeune Lisette brandissant fièrement son trophée, la petite cicatrice visible sur son poignet. La ressemblance avec Élise était indéniable. « Il n'y a aucune honte à avoir des origines modestes, Madame de Montfort, » dit doucement Françoise. « La honte, c'est de traiter les gens comme des moins que rien par peur qu'ils ne découvrent qui vous êtes vraiment. » Un des investisseurs prit la photo, l'examinant avec intérêt. « Je dois dire que la ressemblance est frappante. C'est un faux. » Élise tenta une dernière défense désespérée, mais sa voix tremblait tellement qu'elle pouvait à peine articuler les mots. « Théodore, faites quelque chose !» Mais Théodore de Montfort se contentait de regarder sa femme comme s'il la voyait pour la première fois. « Pendant toutes ces années, tu as menti, surtout. Ta famille, ton passé, ton éducation. Ce n'est pas tout à fait ça, je peux expliquer. » « Expliquer quoi? Que tu as inventé une vie entière ?» La voix de Théodore, habituellement soumise, avait maintenant un ton d'autorité que personne au palais n'avait jamais entendu. « Que la femme que j'ai épousée n'existe pas ?» Les investisseurs échangèrent des regards mal à l'aise. L'un d'eux, tentant de détendre l'atmosphère, dit « Messieurs, peut-être devrions-nous poursuivre cette discussion à un autre moment. »« Non, restez, » dit Théodore étonnamment ferme. « Les affaires continuent. Nous avons juste besoin de clarifier une chose. » Il se tourna vers Élise. « Je me fiche de tes origines. Je ne m'en suis jamais soucié. Mon propre père était maçon à Orléans. Je ne l'ai jamais caché. Ce qui me choque, c'est le mensonge. Des années et des années de mensonges. Et le traitement cruel que vous avez infligé à tant d'employés, ajouta Françoise, surtout les serveurs. Des gens qui vous rappelaient qui vous êtes vraiment. » Élise regarda autour d'elle, acculée. Le silence à table était assourdissant. Finalement, incapable d'articuler une réponse, elle se leva brusquement, renversant son verre de vin. « Ce n'est pas fini », menaça-t-elle à voix basse à Françoise, avant de prendre son sac et de quitter précipitamment le restaurant, laissant derrière elle une traînée de murmures et de regards choqués. Théodore resta assis, semblant à la fois soulagé et dévasté. Après un moment d'hésitation, il se tourna vers Françoise. « Depuis combien de temps le saviez-vous ? » « Je l'ai découvert récemment, monsieur de Montfort. Mon intention n'était pas de provoquer une scène, mais votre femme était déterminée à m'humilier publiquement ce soir. » Théodore hocha lentement la tête. « Je comprends. Et je vous remercie pour votre honnêteté, aussi douloureuse soit-elle. » Puis, se tournant vers les investisseurs, « Messieurs, je vous prie de m'excuser pour ce spectacle inattendu. Je suggère que nous poursuivions notre dîner et notre discussion d'affaires. L'absence de ma femme n'affectera en rien les négociations. » Alors que Françoise retournait à ses fonctions, servant maintenant seulement 9 personnes à table, elle remarqua que sa main tremblait légèrement. La confrontation avait été plus intense qu'elle ne l'avait prévu, et les conséquences seraient imprévisibles. Charles la tira discrètement dans un coin. « Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang ?» Élise de Montfort est partie comme si elle avait vu un fantôme. « Disons qu'elle en a vu un, » répondit Françoise. « Le fantôme de qui elle est vraiment. » Plus tard dans la soirée, après que le groupe de Théodore soit finalement parti, Françoise trouva une enveloppe dans son sac dans le vestiaire. À l'intérieur, une carte avec le logo des hôpitaux de Montfort et une note manuscrite.
Nous devons parler, demain 14 heures mon bureau. TM. Le siège des hôpitaux de Montfort était une imposante tour de verre et d'acier près des Champs-Élysées. Françoise se sentit petite en entrant dans le hall au sol de marbre et au plafond haut, où des cadres en costume et des femmes en talons aiguilles circulaient avec l'assurance de ceux qui appartiennent à ce monde. « J'ai rendez-vous avec monsieur Théodore de Montfort à 14 heures, informa-t-elle la réceptionniste, essayant de paraître plus sûre d'elle qu'elle ne l'était. La femme l'examina d'un regard évaluateur avant de passer un rapide appel. Quelques secondes plus tard, Françoise était escortée par une secrétaire à l'air sévère jusqu'à l'ascenseur privé qui menait directement au dernier étage. « Monsieur de Montfort vous attend, » dit la secrétaire, la conduisant à travers une élégante antichambre jusqu'à une porte en bois sombre. Le bureau de Théodore était étonnamment dépouillé pour un homme de sa fortune. Des meubles modernes mais discrets, un large bureau en bois clair et une vue panoramique de Paris qui donnait à tout visiteur le sentiment momentané d'être au-dessus du monde. Théodore se tenait près de la fenêtre, observant la ville. Quand il se tourna pour saluer Françoise, elle remarqua qu'il semblait avoir vieilli de 10 ans depuis la veille. Ses cernes profonds et sa pâleur indiquaient une nuit blanche. « Mademoiselle Dubois, merci d'être venue. » Il lui désigna une chaise en face de son bureau. « Je vous en prie, asseyez-vous. » Françoise obéit, essayant de déchiffrer l'expression de l'homme. Il ne semblait pas hostile, mais définitivement perturbé. « Je suppose que vous vous demandez pourquoi je vous ai convoqué ici, » commença Théodore, s'asseyant également. « J'imagine que c'est à propos de ce qui s'est passé hier soir, monsieur de Montfort. Théodore, je vous en prie, je pense qu'après ce qui s'est passé, nous pouvons nous passer des formalités. » Il soupira profondément. « J'ai passé toute la nuit à essayer de réconcilier la femme que je pensais avoir épousée avec la personne que vous avez révélée hier. » Françoise hocha la tête en silence, le laissant continuer. « Quand j'ai rencontré Élise ou Lisette comme vous l'avez révélé, elle s'est présentée comme une consultante en art fraîchement rentrée d'Europe. C'était lors d'une vente aux enchères caritatives, il y a environ 15 ans. Elle était éblouissante, éloquente, sophistiquée, ou du moins c'est ce qu'il me semblait. » Un sourire amer traversa ses lèvres. Elle mentionnait des détails sur des familles traditionnelles, des événements exclusifs, une enfance privilégiée. Je n'ai jamais remis en question. Pourquoi l'aurais-je fait? Les gens remettent rarement en question ce qu'ils veulent croire, commenta doucement Françoise. Théodore la dévisagea, surpris par la perspicacité de l'observation. Exactement. Je voulais croire que j'avais trouvé quelqu'un de spécial, quelqu'un qui appartenait naturellement au monde auquel je venais d'accéder. Vous savez, je viens d'un milieu modeste. Oui, vous avez mentionné hier que votre père était maçon. À Orléans, c'est exact. J'ai travaillé sur des chantiers avec lui jusqu'à 18 ans, avant d'obtenir une bourse pour une école d'ingénieur. J'ai bâti mon empire à partir de rien, et je ne l'ai jamais caché. En fait, j'ai toujours été fier de mon parcours. Il fit une pause, regardant ses propres mains, des mains qui portaient encore de petites cicatrices du dur labeur de sa jeunesse. Ironiquement, c'est cette fierté de mes origines qui a rendu encore plus attrayante l'idée d'épouser quelqu'un qui représentait le vieil argent que je n'ai jamais eu. Françoise commençait à comprendre la dynamique de ce mariage étrange. Vous cherchiez une légitimité sociale et elle vous l'a fournie. Tandis qu'elle cherchait la sécurité financière et l'accès à un monde auquel elle n'appartenait pas, compléta Théodore. Nous aurions pu être des partenaires honnêtes là-dedans. Je n'aurais jamais jugé ses origines si elle avait été sincère. Que s'est-il passé après mon départ hier soir? Théodore s'adossa à son fauteuil, se frottant les yeux fatigués. Élise n'est pas rentrée à la maison. Elle loge au Plaza Athénée, selon ma secrétaire. J'ai fait envoyer les papiers du divorce ce matin. Le divorce? Françoise ne put cacher sa surprise. Si vite? Ce n'est pas à cause des mensonges sur son passé, bien que cela soit déjà grave en soi. C'est à cause de ce que ces mensonges révèlent sur qui elle est vraiment. Théodore se leva, marchant de nouveau vers la fenêtre. J'ai passé des années à la regarder traiter les gens. Serveur, femme de chambre, portier, chauffeur, avec une cruauté qui me dérangeait, mais que je tolérais. Je me disais que c'était juste sa manière d'être, que ça faisait partie du package aristocratique. Il se tourna vers Françoise avec un regard pénétrant. Mais maintenant je comprends.
Ce n'était pas de l'arrogance aristocratique, c'était de la peur, une peur profonde et maladive d'être découverte, de retourner à ses origines. Et cette peur l'a transformée en un monstre, prêt à écraser n'importe qui pour maintenir sa façade. Françoise acquiesça. En tant qu'étudiante en psychologie, elle était arrivée à la même conclusion. Sa cruauté était une forme d'autodéfense. Chaque serveur qu'elle humiliait était un rappel de ce qu'elle avait été et craignait de redevenir. Exactement. Et réaliser cela m'a fait voir que je n'ai jamais connu la vraie Élise, ou Lisette. La femme que j'ai épousée n'est qu'une construction, une façade élaborée. Théodore retourna à son bureau, s'asseyant lourdement. Je ne peux pas continuer à être marié à quelqu'un qui se déteste, à ce point qu'elle a besoin de détruire les autres pour se sentir en sécurité. Je comprends votre décision, mais mon intention n'était pas de détruire votre mariage ou sa vie. Théodore fit un geste de la main. Vous n'avez fait qu'exposer la vérité. Les conséquences sont le résultat de ses choix, pas des vôtres. Il l'observa un moment. D'ailleurs, pourquoi avez-vous fait ça? Qu'est-ce qui vous a motivé à enquêter si profondément? Françoise réfléchit à la question. Au début, c'était de la curiosité, de petites incohérences que j'ai remarquées dans son comportement. Ensuite, je pense que c'était de l'indignation face à la manière dont elle traitait les gens, en particulier les employés du palais. Justicière sociale? Il y avait un ton légèrement provocateur dans sa voix, mais pas hostile. Psychologue en formation, corrigea Françoise avec un petit sourire. J'ai toujours été fasciné par les mécanismes de défense que les gens construisent. Élise a créé une forteresse identitaire si élaborée qu'elle a commencé à croire à son propre mensonge. C'est un cas d'étude fascinant. Fascinant et dévastateur, ajouta Théodore. Savez-vous ce qui me perturbe le plus? Hier soir, après votre départ et la fin de ma réunion avec les investisseurs, j'ai eu une épiphanie. J'ai réalisé que je ne l'ai jamais vue vraiment heureuse. Pas une seule fois en 15 ans de mariage. Toujours tendue, toujours sûre. Ses gardes, toujours en train de jouer un rôle. Un silence contemplatif s'installa entre eux. Qu'adviendra-t-il d'elle maintenant? Demanda finalement Françoise. Financièrement, elle s'en sortira. Notre contrat de mariage est généreux. Socialement, eh bien, c'est une autre histoire. Théodore soupira. La nouvelle s'est déjà répandue. Paris est peut-être une métropole, mais dans les cercles qu'Élise fréquente, c'est un petit village. 3 des investisseurs présents hier ont des épouses qui sont les plus grandes pipelettes du circuit mondain. L'histoire de l'héritière du plat du jour doit déjà circuler, conclut Françoise, ressentant une pointe de culpabilité. L'héritière du plat du jour, c'est comme ça qu'on l'appelle? Théodore ne put retenir un bref rire amer. Cruel, mais approprié, compte tenu de ce que vous avez raconté sur l'incident avec le député. Françoise se sentit mal à l'aise. Elle ne s'attendait pas à ce que l'humiliation d'Élise soit si complète. Peut-être qu'elle pourra refaire sa vie ailleurs, recommencer à zéro. Peut-être, mais connaissant Élise, je doute qu'elle puisse accepter l'échec de sa construction identitaire élaborée. Théodore croisa les mains sur son bureau. Mais je ne vous ai pas convoqué ici pour discuter de l'avenir d'Élise. Je voulais comprendre vos motivations et surtout vous faire une proposition. Une proposition. Vous avez mentionné que vous êtes étudiante en psychologie, n'est-ce pas? Et que vous avez interrompu vos études pour des raisons financières. Oui, j'étais en dernière année de licence quand j'ai dû suspendre mon inscription. Le travail au palais était pour mettre de l'argent de côté et reprendre mes études. Théodore ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe. La Fondation de Montfort offre des bourses complètes à des étudiants prometteurs dans divers domaines, y compris la psychologie. Il poussa l'enveloppe vers elle. J'aimerais que vous considériez cette offre. Elle couvre les frais de scolarité, le matériel pédagogique et une allocation mensuelle qui vous permettra de vous consacrer entièrement à vos études. Françoise regarda l'enveloppe abasourdie. Pourquoi? Est-ce une sorte de paiement pour ce que j'ai fait? Absolument pas. Théodore parut sincèrement offensé. C'est une reconnaissance. Vous avez fait preuve de perspicacité, d'intégrité et d'une compréhension profonde de la psyché humaine. Ce sont des qualités que j'apprécie et que la Fondation cherche à encourager. Il la regarda droit dans les yeux. De plus, compte tenu de ce qui s'est passé, j'imagine que continuer à travailler au palais pourrait devenir compliqué. Elle n'y avait pas encore pensé, mais Théodore avait raison.
Même avec Élise hors de scène, son exposition de la vérité créerait certainement des tensions au restaurant. Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous allez y réfléchir. L'offre restera valable quelle que soit votre réponse aujourd'hui. Théodore se leva, indiquant que la réunion touchait à sa fin. Ah, et une dernière chose. Charles du Palais a déjà été informé que vous avez ma permission de prendre 2 semaines de congé payés pour examiner vos options. Françoise se leva également, encore en train de tout digérer. « Merci, monsieur. Théodore, je vais y réfléchir attentivement. » En sortant de l'imposant bâtiment, Françoise se sentit légèrement étourdie par les événements des dernières 24 heures. L'enveloppe pesait dans son sac, non seulement pour son contenu matériel, mais pour ce qu'elle représentait. Une opportunité, certes, mais aussi un rappel des conséquences inattendues de ses actions. Elle décida de marcher un peu le long des Champs-Élysées avant de prendre le métro pour rentrer chez elle. Elle avait besoin de mettre de l'ordre dans ses pensées. Elle avait obtenu plus qu'elle n'imaginait en commençant à enquêter sur Élise. Justice pour les employés maltraités du palais, une bourse d'études qui changerait sa vie, la vérité exposée. Alors pourquoi ne parvenait-elle pas à se sentir complètement satisfaite du résultat? La réponse vint comme un murmure de sa conscience. Parce que dans le processus de démasquage d'une personne cruelle, elle avait participé à la destruction complète d'une autre, vie humaine. Peu importait à quel point le démasquage d'Élise était mérité, l'ampleur de l'humiliation et ses conséquences semblaient démesurément sévères. Son téléphone vibra avec un message de Juliette. « C'est vrai que tu ne reviens pas avant 2 semaines? Tout le monde au palais ne parle que de ce qui s'est passé hier. Tu es devenue une légende. » Françoise ne répondit pas immédiatement. L'idée d'être célébrée pour avoir démasqué Élise ne lui apportait aucun réconfort. Elle n'avait pas fait ça par vengeance ou pour devenir une sorte d'héroïne. En passant devant un kiosque à journaux, un titre dans la rubrique mondaine d'un magazine attira son attention. Le plus grand scandale mondain de l'année, la véritable identité d'Élise de Montfort. Il y avait une photo d'Élise lors d'un événement caritatif affichant son sourire étudié avec la légende « La serveuse qui a trompé l'élite parisienne ». Françoise acheta le magazine, le feuilletant rapidement. L'article était sensationnaliste et impitoyable, détaillant non seulement les origines modestes d'Élise, mais aussi l'incident avec le député, sa prétendue chasse à un mari riche et l'humiliation publique au palais vénitien. Il y avait même une interview d'un ancien client du relais Le Pied-à-Terre qui décrivait la jeune Lisette comme ambitieuse et prête à tout pour quitter sa petite ville. Une vague de nausée submergea Françoise. C'était bien pire que ce qu'elle avait imaginé. La vengeance contre Élise n'était pas seulement sociale, elle était publique, imprimée, permanente. Son identité soigneusement construite n'avait pas seulement été fissurée, elle avait été complètement anéantie. Pendant un instant fugace, Françoise se demanda si elle était si différente d'Élise. N'avait-elle pas, elle aussi, utilisé ses connaissances comme une arme? N'avait-elle pas calculé le moment parfait pour le coup de grâce? La différence, tenta-t-elle de se convaincre, était qu'Élise avait blessé d'innombrables personnes au fil des ans, tandis que Françoise n'avait fait qu'exposer la vérité. Mais la ligne entre la justice et la vengeance ne lui avait jamais semblé aussi mince. Cette nuit-là, seule dans son petit appartement, Françoise prit une décision. Elle ouvrit l'enveloppe que Théodore lui avait donnée et lut les détails de la bourse. C'était réel et généreux. Assez non seulement pour terminer sa licence, mais potentiellement pour poursuivre avec un master. Une opportunité qui changerait complètement sa trajectoire. Elle accepterait la bourse, mais avec un objectif renouvelé. Le cas d'Élise de Montfort, la femme qui détestait tellement son passé qu'elle avait construit une forteresse de cruauté autour d'elle, serait l'inspiration pour sa future spécialisation en psychologie. Elle voulait comprendre les mécanismes qui poussent les gens à créer de fausses identités, à rejeter si complètement leurs origines qu'ils deviennent prisonniers de leurs propres mensonges. Peut-être que, d'une manière ou d'une autre, cette connaissance pourrait être utilisée non pas pour exposer et humilier, mais pour guérir et reconstruire. Alors qu'elle rangeait les documents de la bourse, son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Allô? Françoise Dubois ?» La voix à l'autre bout était formelle, professionnelle. « Ici Marcel Brun, du magazine Paris Match. Nous préparons un article sur l'affaire Élise de Montfort
et nous aimerions vous interviewer en tant que personne qui a démasqué la plus grande imposture mondaine de la ville. Pourrions-nous nous rencontrer demain? Françoise ferma les yeux, sentant le poids de sa responsabilité dans ce qu'elle avait déclenché. « Je suis désolé, mais je ne suis pas intéressé par des interviews à ce sujet. Mais vous êtes la protagoniste de cette histoire, la serveuse qui a fait tomber la reine de la société. Les gens veulent savoir. » « Les gens en savent déjà assez, » l'interrompit fermement Françoise. « Et je ne suis la protagoniste d'aucune histoire. J'ai seulement fait ce que je pensais être juste sur le moment. Bonne soirée. » Elle raccrocha avant que le journaliste ne puisse insister. Elle ne participerait pas à la démolition publique d'Élise. La vérité était déjà exposée. Il n'y avait pas besoin de la spectaculariser davantage. Cette nuit-là, en essayant de s'endormir, Françoise se demanda où pouvait bien être Élise maintenant, seule dans une chambre d'hôtel de luxe, regardant son monde s'effondrer dans les gros titres des journaux et des magazines. Pour la première fois depuis le début de toute cette affaire, elle ressentit une pointe de compassion pour la femme qu'elle avait démasquée. Elles étaient toutes deux, d'une certaine manière, les deux faces d'une même pièce, des personnes essayant de naviguer dans un monde social rigide et impitoyable, cherchant leur place et leur identité. La différence était qu'Élise avait choisi la voie de la cruauté et du déni, tandis que Françoise essayait encore de trouver l'équilibre entre la vérité et l'empathie. Avec cette pensée, elle s'endormit, rêvant d'amphithéâtres universitaires et de nouveaux départs. 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit fatidique au palais vénitien. L'automne parisien arrivait avec son mélange caractéristique de journées ensoleillées et de nuits fraîches, apportant un air de renouveau que Françoise respirait profondément en arpentant les couloirs de l'Université de Paris. Son retour à la faculté de psychologie, rendu possible par la bourse de la Fondation de Montfort, avait été plus gratifiant qu'elle ne l'avait imaginé. Les cours, les débats, les lectures, tout semblait plus significatif maintenant, enrichi par ses expériences récentes et par la nouvelle direction qu'elle avait décidé de donner à sa carrière. « Dubois, attendez !» La voix du professeur Mendes résonna dans le couloir, alors que Françoise se dirigeait vers la bibliothèque. Elle se retourna, voyant le respecté professeur de psychologie sociale se hâter dans sa direction. « Professeur, bonjour !» salua-t-elle, ajustant le lourd sac à dos de livres sur son épaule. « J'ai lu votre projet de recherche pour votre mémoire, dit-il en reprenant son souffle. Identité construite et auto-rejet, mécanisme psychologique de la réinvention sociale. Un travail fascinant, surtout l'étude de cas que vous proposez. » Françoise hocha la tête, consciente que, bien qu'elle ait modifié les noms et les détails spécifiques, l'inspiration de sa recherche était clairement l'affaire Élise de Montfort. « Merci, professeur. C'est un sujet qui me touche personnellement. Je l'ai remarqué dans votre écriture. Il y a une compréhension qui va au-delà de l'académique. » Il l'observa un moment. « Je suis venu vous inviter à présenter votre projet préliminaire au colloque du mois prochain. Je pense que vous apporterez une perspective précieuse. » « Waouh, ce serait un honneur, » répondit-elle, sincèrement surprise. Le colloque annuel de psychologie sociale était normalement réservé aux doctorants et aux professeurs. « Parfait. Envoyez-moi un email de confirmation et je réserverai votre créneau. » En prenant congé, il ajouta « Ah, et félicitations pour votre publication dans le journal de la faculté. Votre article sur l'empathie et le jugement social a suscité des discussions importantes parmi les collègues. » Lorsque le professeur s'éloigna, Françoise s'accorda un moment de fierté. Sa décision de transformer l'expérience avec Élise en quelque chose de constructif portait ses fruits. Au lieu de se plonger dans la célébrité momentanée que l'affaire lui avait offerte, elle avait choisi le chemin plus difficile et plus gratifiant de l'étude et de la compréhension. Son téléphone vibra avec un message de Juliette, avec qui elle restait en contact régulier depuis son départ du palais vénitien. « Devine qui a demandé de tes nouvelles aujourd'hui. Charles. Il a dit que le restaurant n'a plus jamais été le même sans toi. D'ailleurs, la table 17 a été renumérotée en 18. Plus personne ne voulait s'y asseoir après l'incident. On dîne ensemble ce soir? J'ai des nouvelles ?» Françoise sourit, répondant qu'elle se retrouverait dans le petit restaurant italien qu'elle fréquentait occasionnellement. Malgré sa décision d'aller de l'avant, elle s'intéressait toujours à ce qui se passait au palais, un chapitre important de sa vie.
Ce soir-là, en attendant Juliette à la trattoria Napoli, Françoise feuilletait distraitement un magazine laissé sur la table voisine. Son regard capta une petite note dans la section des potins mondains. Aperçue sur la côte amalfitaine, Élise M., ex-mondaine parisienne, vit désormais recluse en Italie après le divorce scandaleux de l'homme d'affaires TM. Des sources locales affirment qu'elle quitte rarement sa villa et évite les cercles sociaux. Qui aurait cru que la reine des glaces finirait par fondre au soleil méditerranéen? La note, méchamment écrite, provoqua chez Françoise des sentiments contradictoires. D'une part, il y avait une certaine justice poétique à voir la fière Élise éloignée des cercles sociaux qu'elle valorisait tant. D'autre part, il y avait quelque chose de profondément triste dans l'image d'une femme vivant en exil auto-imposé, fuyant toujours son passé. « Allô la terre, je suis là depuis 2 minutes et tu ne m'as même pas remarqué. » Juliette se glissa sur la chaise en face d'elle, radieuse dans son uniforme du palais, venant clairement directement du travail. « Désolé, j'étais distraite. » Françoise ferma le magazine. « J'ai vu ce que tu lisais. » Juliette pencha la tête. « Tu penses encore à elle, n'est-ce pas ?»« Parfois, » admit Françoise. « C'est difficile de ne pas penser à la personne qui a complètement changé le cours de ma vie, même si c'est indirectement. »« Eh bien, elle pense certainement à toi. » Juliette baissa la voix de façon spectaculaire. « C'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais dîner avec toi ce soir. La semaine dernière, Théodore de Montfort est passé au palais. Il fréquente encore le restaurant ? Rarement. Mais cette fois, il est venu seul et a spécifiquement demandé à s'asseoir à l'ancienne table 17. Charles a failli avoir une attaque. » Juliette rit, prenant une gorgée d'eau que le serveur venait de servir. Après le dîner, il a demandé à me parler. Il a demandé comment tu allais. Françoise fronça les sourcils, surprise. « Qu'as-tu dit ?»« La vérité. Que tu avais repris l'université, que tu allais bien. » Il a semblé satisfait. Juliette fit une pause dramatique, et puis il a raconté qu'il avait reçu une lettre d'Élise la semaine précédente. Le cœur de Françoise s'accéléra. Une lettre? Après tout ce temps? Que disait-elle? Il n'est pas entré dans les détails, mais il a mentionné que pour la première fois, elle parlait de son vrai passé, pas sur un ton d'excuse selon lui, mais comme une explication. Il a dit qu'elle commençait enfin à accepter qui elle est vraiment. Juliette se pencha sur la table. « Et voici la partie qui t'intéresse. Apparemment, elle t'a mentionné dans la lettre. »« Moi? Pourquoi? Qu'a-t-elle dit ?» Théodore n'a pas précisé, mais il a laissé entendre que ce n'était pas totalement négatif. Il a dit quelque chose comme « Il semble que vous ayez fait plus pour Élise que simplement exposer son mensonge. » Tu ne trouves pas ça fascinant? Françoise absorba l'information lentement. L'idée qu'Élise ait pu trouver une sorte de libération à travers cette exposition douloureuse ne lui était jamais venue à l'esprit. « C'est surprenant, » admit-elle finalement, « mais maintenant voici ma grande nouvelle. » Juliette sautillait presque sur sa chaise. « J'ai été promue maître d'hôtel. Je commence la formation la semaine prochaine. Après 7 ans à servir des tables, enfin. C'est merveilleux. » Françoise serra la main de son amie par-dessus la table, sincèrement heureuse pour elle. « Tu le mérites plus que quiconque. » Le reste du dîner se déroula avec Juliette, partageant ses projets pour son nouveau poste, et Françoise parlant de l'université. C'était confortable, cette nouvelle normalité qu'elles avaient construite. Quelques jours plus tard, alors qu'elle organisait son petit bureau dans l'appartement qu'elle pouvait maintenant se permettre grâce à la bourse, Françoise reçut un courrier inattendu. L'enveloppe était élégante, en papier épais, avec son nom et son adresse écrits d'une écriture méticuleuse. Il n'y avait pas d'expéditeur, mais le cachet de la poste était italien. Son cœur s'accéléra tandis qu'elle ouvrait soigneusement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule feuille du même papier fin de haute qualité, avec quelques lignes écrites de la même écriture élaborée, « Mademoiselle Dubois. Les mots n'ont jamais été mon fort, contrairement aux apparences. J'ai passé des années à construire une façade et des décennies à craindre que quelqu'un ne la fasse tomber. Vous l'avez fait et pour cela, je vous ai initialement haï avec une intensité qui m'a effrayé. Le temps, cependant, est un professeur patient. Ces mois d'isolement m'ont forcé à affronter la femme que j'ai enterrée il y a tant d'années. J'ai découvert qu'elle n'était pas aussi terrible que je le craignais, juste désespérément peu sûre d'elle et blessée. Je ne demande pas pardon.
Les blessures que j'ai causées à tant de personnes, y compris vous, étaient réelles et impardonnables. Je reconnais simplement que, dans votre quête de justice, vous m'avez par inadvertance donné quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. La chance de me trouver enfin. E-M ou L-O, comme vous préférez. Françoise lut et relut la lettre plusieurs fois, sentant une émotion inattendue grandir dans sa poitrine. Ce n'était pas exactement le pardon ou la réconciliation, c'était quelque chose de plus subtil et peut-être de plus précieux, la reconnaissance, des deux côtés. Elle replaça soigneusement la lettre dans l'enveloppe et la rangea dans le tiroir de son bureau. Un jour, peut-être, utiliserait-elle cette expérience dans sa pratique de psychologue. Non pas les détails spécifiques, mais les leçons sur l'identité, la honte et le long chemin vers l'acceptation de soi. 3 mois plus tard, par une fraîche soirée de début d'hiver, Françoise se retrouva de nouveau au Palais vénitien. Non pas comme employée, mais comme invitée spéciale, au pot de départ de Charles, qui prenait sa retraite après 2 décennies à la tête du restaurant. L'endroit était différent, plus lumineux en quelque sorte, avec Juliette commandant désormais la salle en tant que maître d'hôtel. La redoutable table 17, devenue la 18, avait été transformée en une table d'hôte pour les grands groupes, perdant son aura sombre. « Un toast à Charles, qui a guidé ce restaurant d'une main de maître pendant 20 ans, déclara le propriétaire, levant une coupe de champagne. Et qui pourra enfin profiter de la Toscane avec sa femme sans se soucier de savoir si la sauce béarnaise est à la bonne température. Des rires chaleureux emplirent la pièce pendant que tout le monde trinquait. Françoise observa les visages autour d'elle, d'anciens collègues, de nouveaux employés qui ne la connaissaient que par les histoires, des clients réguliers. Le palais vénitien continuait, s'adaptant et évoluant, tout comme eux tous. Après les célébrations, alors qu'elle aidait Juliette à organiser les cadeaux reçus par Charles, Françoise remarqua Théodore de Montfort entrant discrètement dans le restaurant déjà presque vide. « Je suis juste venu présenter mes vœux à Charles », expliqua-t-il, semblant légèrement mal à l'aise. Puis, apercevant Françoise, son visage s'illumina. « Mademoiselle Dubois, quelle agréable coïncidence. S'il vous plaît, Théodore, à ce stade, vous pouvez m'appeler Françoise. » Il sourit, un sourire plus léger et plus sincère qu'elle n'en avait jamais vu du temps d'Élise. « Françoise, alors, j'ai entendu dire que votre projet à l'université se déroule exceptionnellement bien. La Fondation a reçu d'excellents rapports sur vos performances. »« J'adore chaque minute, » confirma-t-elle. « En fait, mon directeur de recherche m'a suggéré d'envisager un doctorat directement après le master. » Fascinant. Et quel en serait le sujet? Je suis encore en train de l'affiner, mais quelque chose dans la veine de la reconstruction de l'identité et de la guérison après des traumatismes liés à l'image de soi. Elle hésita puis ajouta « J'ai reçu sa lettre. Vous savez, il y a quelques mois. » Le sourire de Théodore s'estompa mais ne disparut pas. « Je m'en doutais. Elle m'avait dit qu'elle avait l'intention de vous écrire. » Il fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. « Élise, ou Lisette, est différente. Ce n'est toujours pas une personne chaleureuse ou particulièrement ouverte, mais il y a des moments d'authenticité que je n'ai jamais vus pendant notre mariage. Vous gardez contact alors? Occasionnellement. Pas de manière romantique. Ce chapitre est définitivement clos. Mais il y a un respect mutuel qui émerge des... Sandre? Il ajusta sa veste impeccable. Elle a commencé à donner des cours de cuisine à des enfants défavorisés dans la région où elle vit. Apparemment, elle a toujours été une excellente cuisinière, bien qu'elle ne l'ait jamais montré pendant notre mariage. Françoise sourit en imaginant la fière Élise de Montfort, apprenant à des enfants à faire des tartes. La gagnante du concours de tartes de 1998 refait surface. Exactement. Théodore vérifia sa montre. Je dois y aller. J'ai un vol pour Singapour demain matin, mais ce fut un plaisir de vous voir, Françoise. Et n'oubliez pas, l'offre pour un stage dans la division de psychologie des hôpitaux de Montfort tient toujours pour quand vous serez diplômé. Après le départ de Théodore, Françoise se retrouva seule, dans la salle principale du palais vénitien, l'endroit où tout avait commencé. Elle marcha lentement jusqu'à l'ancienne table 17, passant ses doigts sur le lin immaculé. Qui aurait pu imaginer qu'une simple assignation de table changerait tant de vies, la sienne, la libérant financièrement pour poursuivre sa vocation. Celle d'Élise, la forçant à affronter des décennies d'autodéni. Celle de Théodore,
lui permettant d'échapper à un mariage basé sur des mensonges. Et même les vies de Juliette et des autres employés qui travaillaient désormais dans un environnement libéré de l'ombre oppressante de la guillotine. 2 ans plus tard, par un après-midi d'été ensoleillé, Françoise Dubois monta sur l'estrade pour défendre sa thèse de master. Masques sociaux et reconstruction identitaire, processus psychologique de l'acceptation de soi. Le jury, composé de psychologues et de sociologues renommés, écouta attentivement tandis qu'elle articulait les dynamiques complexes de déni, de projection et d'éventuelle intégration qui se produisent lorsque des individus rejettent leurs origines. Dans le public, des visages familiers l'observaient avec fierté. Juliette, désormais directrice du palais vénitien, après le départ à la retraite de Charles, ses parents, qui avaient fait le voyage depuis Orléans pour l'occasion, quelques camarades d'université et, étonnamment, Théodore de Montfort qui prenait discrètement des notes au fond de l'amphithéâtre. À la fin de la présentation, après avoir répondu aux questions du jury et reçu les éloges pour son travail, exceptionnellement humain et psychologiquement perspicace, Françoise fut déclarée admise avec mention très bien. Lors de la petite réception qui suivit, Théodore s'approcha, lui tendant un petit paquet. « Félicitations, docteur Dubois, dit-il avec un sourire sincère. Votre travail était extraordinaire. Je ne suis pas encore docteur, corrigea-t-elle, bien qu'elle ait déjà été acceptée en programme de doctorat. Mais je vous remercie. Ceci est arrivé pour vous à la Fondation, expliqua-t-il en désignant le paquet. De l'étranger. J'ai pensé que vous aimeriez le recevoir aujourd'hui. Françoise regarda le petit paquet, reconnaissant immédiatement le papier fin et le cachet de la poste italien. Elle remercia Théodore, qui s'éloigna discrètement pour lui laisser un peu d'intimité. À l'intérieur se trouvait un livre à couverture rigide, neuf, intitulé « Recettes de grand-mère, tradition culinaire de la Bourgogne profonde ». L'auteur était Lisette Olivier, pas Élise de Montfort, nota Françoise avec surprise. Il n'y avait pas de lettre, juste une dédicace manuscrite sur la première page. Pour Françoise Dubois, qui m'a appris que nos origines ne sont pas des prisons, mais des fondations. Avec gratitude pour la leçon la plus difficile et la plus nécessaire, Lisette Olivier, qui peut enfin se présenter sans peur. Sous la signature, un PS discret. La tarte aux pommes caramélisées de la page 27 est toujours digne d'un prix. Françoise sourit, feuilletant le livre jusqu'à trouver la recette mentionnée. La photo montrait une tarte dorée et parfaitement cuite, avec une petite note personnelle de l'auteur sur la façon dont cette recette avait changé sa vie, en remportant un concours local en 1998. C'était un petit geste, mais profondément significatif. Lisette Olivier avait enfin trouvé un moyen de réconcilier qui elle avait été avec qui elle était devenue, embrassant ses origines au lieu de les enterrer. Ce soir-là, dans son nouvel appartement, plus grand et plus confortable que l'ancien grâce à la bourse de master et à son travail à temps partiel comme assistante de recherche, Françoise plaça le livre sur son étagère et réfléchit au parcours de ces dernières années. Une simple observation d'un accent qui s'échappe, une petite cicatrice de brûlure, un tic nerveux de doigt qui tapote. Des détails minimes qui avaient déclenché une cascade d'événements, transformant complètement plusieurs vies, y compris la sienne. Assise à son bureau, elle commença à esquisser les premiers paragraphes d'un article qu'elle prévoyait de publier. Le rôle de l'authenticité dans la santé psychologique, quand nos masques nous emprisonnent. Elle n'utiliserait pas de nom réel ni de détails qui pourraient identifier Élise, Lisette, mais l'essence de l'histoire, la douleur de l'autodéni et le pouvoir libérateur de l'acceptation de soi étaient trop universels pour être ignorés. Alors que les mots coulaient, Françoise réalisa qu'elle avait trouvé sa propre authenticité dans ce processus. Elle n'était plus seulement une étudiante en psychologie, elle était une chercheuse avec un but, inspirée par des expériences réelles et profondément humaines. La serveuse observatrice qui avait noté des incohérences chez une cliente difficile s'était transformée en une psychologue attentive qui cherchait à comprendre les complexités de l'âme humaine. Et la cruelle Élise de Montfort, qui avait construit une forteresse d'arrogance autour de son passé de Lisette Olivier, trouvait enfin la paix en acceptant ses véritables origines. Toutes deux avaient été transformées par cette nuit au palais vénitien, chacune trouvant à sa manière son chemin vers une existence plus authentique et, par conséquent, plus libre.